Alors là, c'est peut-être l'ambiance du mondial. C'est le mondial. Le mondial prend le dessus. Qui a poussé notre ami David à nous mettre ses applaudissements. En tout cas, il est très content de m'avoir en studio ce matin, David. Oui, c'est ça là. Le sujet, en tout cas, Eliana, de votre chronique ce matin, eh bien, c'est l'anniversaire du décès d'un très grand diplomate israélien que l'on a bien connu, en tout cas pour les plus anciens en France, puisqu'elle était ambassadeur d'Israël en France. Il s'agit d'Asher Ben Nathan. Asher Ben Nathan, exactement. Mais avant, israélien. Voilà, mais avant d'être un très très grand diplomate, c'était aussi quelqu'un qui a été pas mal au Mossad et qui a aidé à attraper notre ami Eichmann, enfin notre ennemi plutôt, Eichmann. Alors Asher Ben Nathan est né Arthur, il est né Arthur en Autriche. Comment vous le savez ? Parce que c'est connu. Arthur Pienkratz en 1921. Il fait son alia donc dès à la veille à la montée du nazisme en 1934. Son père se rend compte que c'est pas très bien ce qui se déroule dans la région. Il va acheter des terres en Palestine de l'époque et c'est ainsi que toute la famille va émigrer en Eretz Israël en 1938. Il n'a que 7 ans et c'est là qu'il change son nom. Il émigre d'abord tout seul et ensuite ses parents le rejoignent et donc il va prendre le nom de Asher Ben Nathan, puisque son père s'appelait Nathan tout simplement, donc le Asher Ben Nathan. Et il va il a grandi en langue allemande, il s'y connaît un petit peu, et en 1944, il va rejoindre l'agence juive et il va s'occuper de l'Aliyah Bet. Alors l'Aliyah Bet, c'était donc cette Aliyah bilti legalit, cette Aliyah illégale, afin de permettre de faire monter des Olim Chadashim en Israël. Et ce qu'il fait aussi, c'est qu'il est envoyé donc en Europe, en particulier à Vienne. C'est là qu'il va organiser donc l'Aliyah Bet des Juifs qui sont rescapés des camps. Et il va aussi à cette époque commencer à faire du renseignement, à recueillir des informations, non seulement sur la Vienne d'après-guerre, mais aussi sur tous ces anciens nazis qui essayent de s'échapper et qui essayent de partir vers l'Amérique du Sud, qui s'échappent par les Alpes, etc. Donc Asher Ben Nathan déjà sur place est très présent. Et puis son autre action, qui est aussi une action secrète, c'est la Brecha. Oui, vous voulez dire quelque chose ? Non, il est né en 1921, pas en 31. Ça me semblait bizarre. J'ai pas dit qu'il était né en 31. Ah oui. Non, j'ai pas dit qu'il était né en 31. J'ai dit qu'en 34, il avait son alia. Ah bon ? D'accord. J'ai eu l'impression que vous disiez qu'il était né en 31. Non, c'est pas grave. Voilà, c'est pas grave. Il est né en 21. Et en 34, il a fait son alia. Qu'est-ce que je disais ? Je disais donc que présent à Vienne, il va donc s'occuper d'un côté de ramasser des renseignements et de l'autre côté, il va aider à cette brecha, cette fuite de l'Europe qui va donc passer. Quand on réécoutera après pour voir si j'ai dit ça ou pas. Non, après, continue. Je vous vois venir, Daniel. Vous n'êtes pas du tout concentré. Et donc, il organise cette brecha, cette évasion d'Europe, en passant donc par l'Italie et de là, les Juifs arrivent en Eretz Israël. Et puis, il va, donc, comme je vous l'ai dit, il va rassembler de nombreux matériaux sur les criminels de guerre qui aideront à la création du centre Simon Wiesenthal à Vienne. Et puis, en 47, Ben Nathan est renvoyé par l'agence juive, cette fois-ci pour travailler dans le bureau de David Ben Gurion. Et c'est là qu'il va commencer à travailler au ministère des Affaires étrangères. Il est connu sous le nom de Arthur Ayafé, le bel Arthur, pardon. Et il va jusqu'en 1950 séjourner en Europe. Il est principalement à Paris et il va, alors qu'il fait partie du ministère des Affaires étrangères, il fait en fait partie des renseignements et c'est ainsi que le Mossad n'est pas encore créé, mais c'est l'espèce de pré-Mossad dans lequel il travaille. Alors il faut raconter une petite anecdote. C'était que à cette époque, les jeunes gens du Mossad vivaient une vie fastueuse à Paris et ça a beaucoup énervé les autres membres du renseignement qui eux n'étaient pas en France, qui eux vivaient de façon très modeste et donc il y a eu une demande de la part du ministère que ces jeunes gens arrêtent de se comporter de la sorte. Et bien tous ces jeunes gens ont tout simplement fait grève en disant que ça ne leur plaisait pas qu'on leur parle de la sorte. C'est ce qu'on appelle Mered Ameraglim, la rébellion des espions.
Et donc ça, c'est ce qui s'est passé en mars 1951. Et au final, eh bien, on a réussi à mettre tout le monde d'accord sur tout ce sur la façon dont les choses devaient se comporter. Et puis un peu plus tard, en 1951, on a le Mossad qui véritablement va naître. Et puis en 1953, Ben Nathan va étudier à Genève les relations internationales. Et puis il va travailler en Afrique, à nouveau comme espion, bien qu'il ait une couverture, soi-disant. Eh bien, il travaille pour la fabrication de conserves de viande il va se balader un petit peu partout en Afrique et puis il va revenir en France en 1956 et à ce moment-là, eh bien, il va aider à la mise en place d'accords avec la France pour la création du réacteur nucléaire israélien, qui est un secret bien entendu dont nous ne sommes pas au courant. C'est lui qui va véritablement aider à tout cela. Et en 64, il recevra la Légion d'honneur pour sa contribution relation entre Israël et la France. Il faut dire aussi que en 1965, on a l'établissement des relations diplomatiques entre l'État d'Israël et l'Allemagne de l'Ouest. Et Ben Nathan va être le premier ambassadeur d'Israël en Allemagne. Une des raisons pour lesquelles il a été choisi, c'est qu'entre guillemets, eh bien, il ne ressemble pas aux Juifs que définissaient les Allemands. On peut dire c'était un Juif classe, on peut dire ça comme ça. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, c'est lui qui va représenter Israël en Allemagne. Ça va être le premier ambassadeur israélien en Allemagne. En 1970, il est nommé ambassadeur d'Israël en France. Il faut raconter aussi que quand il a été nommé ambassadeur en France, eh bien, il s'est attaqué dans le journal Le Monde. Il s'est attaqué il a attaqué l'hypocrisie de la France au Moyen-Orient. Et Georges Pompidou, qui était à l'époque le président, eh bien, l'a félicité en trouvant que c'était formidable qu'un ambassadeur prenne à ce point la défense de son pays, et en disant même qu'il aimerait que tous ces ambassadeurs, eh bien, soient semblable à l'ambassadeur israélien, ce qui est quand même assez formidable. Il va terminer son mandat en tant qu'ambassadeur d'Israël en France en 75 et ensuite, eh bien, sera conseiller politique du ministre de la Défense, Shimon Peres. Il va essayer un peu plus tard en 78 de devenir le maire de Tel Aviv, chose qu'il ne réussira pas. Il sera à nouveau le conseiller de Peres quand celui-ci sera premier ministre d'Israël et ministre des Affaires étrangères. Et puis il va décéder en 2014 à l'âge de 93 ans. Il est enterré au cimetière de Kiryat Shaoul et comme je vous l'ai dit, il est donc décédé le 17 juin, donc à la date d'aujourd'hui, en 2014. Voilà. Merci Eliana, c'est la fin de cette chronique Un jour notre histoire. On se retrouve dans quelques instants pour la revue de la presse et des médias israéliens. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.